France Culture. Philippe Garbi, Alban Pénaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin. Nuit spéciale, nuit de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, alors elle doit bien avoir, comme toute création humaine, une histoire. Certes, mais une histoire qu'elle a envie de raconter ou non. De raconter, si l'on en croit l'exposition à elle entière consacrée à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand à Paris dans le 13e arrondissement. Exposition dont France Culture est partenaire, exposition à voir jusqu'au 24 juillet. Il n'y a pas que l'histoire dans la vie d'une institution, il y a aussi la légende, l'imaginaire, qu'en l'occurrence la franc-maçonnerie a pu susciter au fil des siècles. Alors légende, fantasme, tradition, imaginaire, symbolique, ça fait beaucoup de choses. Bonsoir Pierre Mollier. Bonsoir Philippe Garbi. Alors vous qui êtes le commissaire de cette exposition, vous qui êtes par ailleurs conservateur du musée de la franc-maçonnerie à Paris, vous allez pouvoir répondre à la curiosité des auditeurs, j'imagine. Cette nuit spéciale franc-maçonnerie sera illustrée d'archives. La première est une tribune de Paris qui date de 1953, diffusée sur la chaîne parisienne, animée par Émile Dana, qui réunissait Roger Priouret, Pierre Gaxotte, Ernest Labrousse et Jacques Madol pour discuter de la franc-maçonnerie sous l'Ancien Régime et de la place réelle ou non de la franc-maçonnerie dans la Révolution française. La deuxième archive est un volet des chemins de la musique présenté par Christian Rosset en 2002. Il évoquait en compagnie de Jean-Yves Bosseur Mozart, maçon opératif. La troisième archive, c'est un entretien accordé en 1976 par Fred Zeller à Jacques Pogam. La quatrième, Goethe et la franc-maçonnerie, émission d'Antoine Fèvre qui recevait en 1980 Roger Godard dans Les chemins de la connaissance. La cinquième, c'est le portrait de l'extravagant Monsieur Taxil par Jean-Pierre Rioux. C'était dans Frisson fin de siècle, une émission diffusée sur France Culture en 1990. Et puis la sixième et dernière archive nous intéressera à la franc-maçonnerie en Russie. C'est une causerie, comme on disait, c'est une vraie causerie, c'est pas une conférence, une causerie du professeur Andry Meigneux dans Heures de culture française proposée aux auditeurs de France 3 National en décembre 1962. Mais il faut noter aussi, Pierre Mollier, qu'au cours de cette nuit sera passé dans notre studio Didier Convar, c'est le scénariste de la bande dessinée Le Triangle Secret, publié chez Glénat, et Jean-Loup Graton, chef du service des manifestations et directeur des auditoriums de la BNF, qui est compositeur de musique électroacoustique, et il nous aura rejoint, lui, pour évoquer la musique et la franc-maçonnerie. Un sujet bien présent dans l'exposition, du reste, est traité par lui-même, Jean-Loup Graton, dans un article du même titre dans le grand et beau catalogue édité par la BNF, à l'occasion donc de cette exposition. Vous savez tout, Pierre Mollier. Je n'ai plus rien à ajouter, c'est à vous de nous présenter le parcours de cette exposition, et on m'a assuré que vous étiez érudit et disert. Écoutez, je vais essayer de remplir ce programme. Alors, d'abord, vous avez montré une chose importante en exposant le programme, c'est la diversité du fait maçonnique en France. Et ça qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à la franc-maçonnerie, on doit s'intéresser alors à la vie politique, par exemple, pour le XVIIIe siècle ou la Troisième République. On peut s'intéresser à la vie des arts avec Mozart, Goethe, Greuze, un certain nombre d'artistes francs-maçons. On peut s'intéresser à la vie des idées, même religieuses. Alors, bien sûr, avec les questions de la laïcité à la fin du XIXe siècle, mais avec la maçonnerie mystique au XVIIIe siècle. Donc, il y a une grande diversité. La franc-maçonnerie est au carrefour de beaucoup de choses depuis 3 siècles. Et c'est un peu ce que va présenter cette exposition. Une exposition qui est un peu sous le signe du paradoxe. C'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, le public est curieux. C'est une curiosité légitime d'ailleurs. Il n'y a pas à en avoir honte ou à dire non. C'est une curiosité légitime. Et en même temps, la franc-maçonnerie est tellement présente en France depuis 3 siècles. Tout le monde a un cousin, un beau-frère, un voisin, une voisine franc-maçonne. Il y a entre 150 000 et 200 000 maçons en France. Il y a des loges dans toutes les grandes, moyennes et petites villes. Mais le sujet reste un peu mystérieux alors qu'il est enraciné dans notre société depuis près de 3 siècles. Alors cette exposition, c'est une exposition généraliste. C'est une exposition généraliste qui veut présenter l'histoire de la franc-maçonnerie, mieux la faire connaître, peut-être pour mieux la faire comprendre. Mais en même temps, comme nous sommes à la Bibliothèque nationale, il y a aussi des pièces exceptionnelles pour les spécialistes. Et donc c'est un peu une exposition non pas à 3 niveaux, mais à 2 niveaux. Donc, et quiconque voudra se faire une idée globale de l'origine de la franc-maçonnerie, de sa contribution aux Lumières au XVIIIe siècle, de son association au mouvement émancipateur au XIXe et de son rôle au XXe,
avec cette exposition, pourra se faire une idée plus précise, mais aussi les spécialistes vont découvrir des documents rares dont on aura l'occasion de parler. Alors, il a bien fallu, Pierre Mollier, que vous choisissiez une scénographie, enfin une idée de comment présenter tout ça. Alors nous, naturellement, le conservateur du musée de la franc-maçonnerie, et par ailleurs, je dois l'avouer, franc-maçon, avait l'idée de faire une exposition en 3 parties. Mais en fait, on l'a pas fait, finalement. On a fait en 4 parties. Donc la première partie s'attache à ce qu'on a appelé le mystère des origines. Mais c'est pas uniquement, d'ailleurs, une accroche de titre, c'est que les origines de la franc-maçonnerie sont à la fois connues, mais on n'a que quelques pièces du puzzle. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Bon, enfin, on a donc essayé de rassembler les pièces du puzzle que l'on avait. Première partie, le mystère des origines. Deuxième partie, on essaye d'expliquer au public ce que c'est que l'initiation, cette attitude, cette démarche qui utilise un rituel mais qui n'est pas religieuse, qui porte des idées mais qui n'est pas philosophique, qui est un peu dans un entre-deux. Donc, on essaie d'expliquer ce que c'est que l'initiation et on s'attache à la démarche symbolique, à l'ésotérisme maçonnique, à toutes ces choses-là qui s'expliquent, qui ont des racines, des sources, etc. La troisième partie traite de quelque chose qui est plus lié à l'histoire que l'on connaît, les Lumières au XVIIIe siècle, la Révolution française, le XIXe siècle, la contribution des loges aux idées nouvelles, parce que en France et dans les pays latins en tout cas, les loges ont été un élément du débat public depuis le XVIIIe siècle. Et puis, nous avons fait une 4e partie pour la raison suivante que j'avoue bien volontiers, même si c'est un peu les mécanismes qui sont derrière le décor de l'exposition, c'est que naturellement dans un pays comme la France où la franc-maçonnerie a été très dynamique, très vive, très impliquée, elle a suscité aussi des réticences et un fort antimaçonnisme. Pas uniquement en France d'ailleurs, dans tous les pays latins on pourra en parler. Donc il nous fallait traiter de l'antimaçonnisme scientifiquement, montrer ce qu'il était, et ça nous embêtait de finir sur l'antimaçonnisme. Et comme c'est une réaction à la franc-maçonnerie, il faut d'abord parler de la franc-maçonnerie pour parler d'antimaçonnisme. Et donc on a fait une partie sur les imaginaires maçonniques, un imaginaire noir, l'antimaçonnisme. On peut dire d'emblée que il est tout à fait insupportable parce qu'il se double d'un antisémitisme, d'une virulence qui serait intolérable aujourd'hui. Et puis il y a aussi un imaginaire lumineux, et c'est la franc-maçonnerie et les arts. Mozart, bien sûr, qui est un peu la porte obligée, le passage obligé, mais enfin qui est très intéressant. Et souvent, dans l'exposition, nous avons essayé d'aller au-delà des généralités, de voir vraiment quel était l'engagement maçonnique de Mozart, mais vous aurez l'occasion d'en traiter, par exemple, avec Jean-Loup Graton. Et puis, il y a aussi des tas d'auteurs, de littérateurs qui ont maçons ou non maçons d'ailleurs, qui ont traité de la franc-maçonnerie. Tolstoï et Jules Romain ne sont pas maçons, mais il y a des passages sur la franc-maçonnerie. C'est des auteurs qui se documentent, donc ce qu'ils disent de façon romanesque de la franc-maçonnerie dit du vrai sur la franc-maçonnerie. Le franc-maçon est un personnage. Le franc-maçon est un personnage, et dans Tolstoï et dans Jules Romain. Et Jules Romain, il y a même un tome entier de l'histoire des hommes de bonne volonté qui est consacré à la franc-maçonnerie, donc c'est beaucoup. Et puis des auteurs maçons comme Kipling, par exemple, qui est à la fois un maçon très convaincu et un auteur qui a émaillé son œuvre d'allusions maçonniques et qui a même fait quelques nouvelles purement maçonniques, une très belle que nous présentons à l'exposition. Et puis l'exposition se finit, Mozart et Goethe, c'est bien, mais enfin c'est pas hier, quoi. Ça fait quand même un certain temps, donc on voulait montrer que c'était aussi un art vivant. Vous allez le voir avec Convar, avec Jean-Loup Graton. Et alors nous finissons sur une planche d'Hugo Pratt, parce que Hugo Pratt, le père de Corto Maltese, a été un maçon très convaincu, très motivé. Il a fait des bandes dessinées maçonniques, la fable de Venise par exemple, et donc nous présentons une planche maçonnique d'Hugo Pratt, qui est d'ailleurs une planche qu'il a dessinée très peu de temps avant sa mort, comme une sorte de testament. Voilà un peu ces 4 parties, les origines, l'initiation, les idées nouvelles et l'imaginaire de la franc-maçonnerie. Alors on va revenir, Pierre Mollier, on a fait le tour très rapidement de l'exposition. On rentre à nouveau dans l'exposition, parce que voilà, on peut s'aider, et on va s'aider du livre La franc-maçonnerie publié. Catalogue qui est superbe. Du catalogue superbe et lourd. Et c'est très bien, parce que ça permet de raviver notre mémoire, parce que honnêtement, on peut quand même, c'est le principe de toutes les expositions. C'est un continent, la franc-maçonnerie en France. On s'y perd un petit peu. Après une grande salle où on est censé tout apprendre, alors sur les obédiences, les loges, les rites, les grades, mais à vrai dire, on oublie un petit peu quand même. Donc le catalogue est là pour nous rappeler tout ça ensuite. Et alors il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est qu'à chaque passage de grade, une légende nous le dit, que justement, une légende du panneau, on narre au candidat une légende. Ça veut dire quoi en termes maçonniques? C'est quoi? C'est à la deuxième partie, donc je suis un peu déstabilisé, mais grâce à l'initiation, je survis et je prends la balle au bond. Alors, oui. La franc-maçonnerie, c'est une société initiatique. En fait, nous la présentons souvent en France, le Grand Orient, mais aussi d'autres obédiences, comme une société humaniste, initiatique et fraternelle. Une société humaniste, c'est une société qui s'intéresse aux autres, qui a contribué à l'émancipation, aux idées nouvelles, mais c'est aussi une société initiatique. C'est-à-dire, quand on devient franc-maçon,
formellement, on rejoint une association en 1901, mais c'est pas comme dans toutes les associations où une fois que le bureau a validé votre appartenance, vous payez votre cotisation et c'est fait. Dans la franc-maçonnerie, il y a un rituel d'initiation, et le parcours du maçon est balisé par un certain nombre de grades, et à chaque grade, il y a une cérémonie. C'est une cérémonie qui est relativement longue, alors qu'au XVIIIe siècle faisait un quart d'heure, 20 minutes, qui maintenant doit faire pas loin d'une heure. Et dans cette cérémonie, on fait vivre aux candidats une histoire, c'est une sorte de théâtre. Ça peut rappeler les mystères du Moyen-Âge ou le théâtre sacré de certaines religions orientales. Et donc, le candidat rejoue une histoire. Alors, par exemple, dans les premiers grades, dans le temple de Salomon, comment ça s'est passé, comment on l'a construit, etc. Et à l'occasion de cette légende, on nous présente un certain nombre de symboles. Et l'idée, c'est que justement, Dieu sait si la franc-maçonnerie française, dans sa tradition, est compagnonne de route du rationalisme. Et c'est en rien mais à côté du discours rationnel, l'esprit est aussi sensible à une mise en présence de symboles. C'est une autre façon de toucher d'autres parties de la psyché, etc. Et donc, les cérémonies maçonniques mettent en œuvre une sorte de petit psychodrame théâtral où on raconte au candidat cette fameuse légende et on en profite pour lui faire découvrir et méditer sur un certain nombre de symboles. Et donc l'idée, que j'exprimais maladroitement, c'est que la maçonnerie, à côté du discours philosophique construit et rationnel du langage, met en œuvre une deuxième voie qui est la voie symbolique, alors qui s'adresse à d'autres parties de notre esprit, mais qui est aussi une façon d'ouvrir notre conscience à une réalité plus subtile du monde, à porter un autre regard sur soi-même. Donc voilà, c'est l'aspect initiatique de la franc-maçonnerie qui est constitutif de toutes les francs-maçonneries, quelle que soit leur diversité. Oui, parce qu'alors on apprend ou on réapprend que les origines donc de la maçonnerie, origine anglo-saxonne, origine écossaise, origine anglaise. Alors, origine au pluriel, sans doute variée. La franc-maçonnerie, c'est donc la transformation d'une société de métier, de maçon, comme son nom l'indique. Ça remonte au Moyen-Âge. En autre choix. Les sociétés de métier, il y en a depuis le Moyen-Âge. Elles étaient souvent ritualisées, quoique sur celle du Moyen-Âge, on sache pas grand-chose. Mais enfin, disons qu'elles étaient a priori ritualisées. Il y en avait un peu dans toute l'Europe. Et donc, il y avait un usage qu'on trouvait dans un certain nombre de sociétés de métier, qui était l'acceptation. L'acceptation, ça consiste à recevoir dans la société de métier des gens qui ne sont pas du métier, mais qui sont des notables, des gros clients, les édiles de la ville, le curé ou le pasteur. Et donc, ce phénomène, on le trouve un peu partout, y compris en France, dans certaines sociétés de métier. Et par sa nature même, il était non pas négligeable, mais marginal. Et pour des raisons que l'on comprend d'ailleurs qu'à moitié aujourd'hui, en Écosse et en Angleterre, enfin c'est en Grande-Bretagne, mais l'épicentre c'est vraiment l'Écosse, à partir du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle, ce phénomène de l'acceptation va prendre une dimension nouvelle et à faire des loges qui sont largement composées de maçons acceptés, donc étrangers au métier, et avec soit des minorités, soit dans certaines de ces nouvelles loges, une absence totale de maçons de pratique. Alors ça permet d'introduire une notion qui est très importante pour comprendre l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est opératif versus spéculatif. Alors en fait, c'est la translittération en français de termes anglais. Opératif, ça veut dire de pratique. Les maçons opératifs, c'est des maçons qui taillent la pierre, qui montent des murs. Stéréotomie. La stéréotomie et toutes ces sciences liées à la construction. Et les maçons spéculatifs, alors ce ne sont pas des maçons qui ont des avoirs au Panama. Spéculatif en anglais, enfin spéculatif ça veut dire abstrait. C'est donc des maçons abstraits, symboliques. Et donc, pour bien comprendre l'histoire de la maçonnerie, on passe de l'opératif, c'est-à-dire de maçons de métier, à des maçons spéculatifs, c'est-à-dire des maçons qui réfléchissent, une pratique des rituels et des symboles, mais qui est abstraite, qui n'a plus de lien avec le métier. Et les loges, c'est vraiment parce que c'était des petites, comme ça, une niche finalement dans la cathédrale ou... Alors la loge, à l'origine, c'est effectivement un atelier à côté de la cathédrale, où ils ne construisaient pas que des cathédrales d'ailleurs, les maçons, ils construisaient des bâtiments militaires, enfin toute cette construction un peu sophistiquée. Et justement, en Écosse, à la fin du XVIe siècle, ça devient une personnalité morale, c'est-à-dire elle survit au chantier et elle a un enracinement local, régional, et elle acquiert une sorte de personnalité morale. Et c'est une partie du processus qui va faire qu'à la fin du XVIIe siècle, au cours et à la fin du XVIIe siècle, on a des loges de maçons qui sont pas des maçons, qui sont des intellectuels, des notables, etc. Et ce phénomène donc va se diffuser dans toute la Grande-Bretagne et va arriver en France vers 1725. Alors vous avez dit, Pierre Mollier, que finalement on ne savait pas trop comment ça avait commencé, mais enfin on lit, on visite l'exposition et on a l'impression de tout savoir quand même. C'est l'essentiel d'une bonne exposition. On sait à peu près comment le processus s'est déroulé, mais on comprend mal les raisons. On comprend mal
ce qui a fait que donc au XVIIe siècle, il y a eu cette transformation. On voit comment elle s'est faite, on a quelques pièces du puzzle, mais on comprend mal les raisons. Est-ce que c'est le contexte politique, le contexte religieux? C'est possible. Et donc, alors l'exposition, si vous voulez, donc c'est une exposition à la Bibliothèque nationale, donc une exposition d'érudition avec des choses magnifiques, mais il y a une partie qui est particulièrement réussie, c'est cette partie sur les origines, parce que nous avons fait, alors l'expression vaut ce qu'elle vaut, elle est symbolique. On a fait le grand chelem, c'est-à-dire toutes les pièces importantes sur l'origine de la franc-maçonnerie sont présentes à la Bibliothèque nationale jusqu'au 24 juillet. Les documents médiévaux, livre des métiers d'Étienne Boileau, carnet de Villard-de-Cour, les statuts des maçons médiévaux, le Régius et le Cook, ça dira quelque chose à ceux qui ont lu, ne serait-ce que brièvement, une histoire de la franc-maçonnerie. Très protégé, là, dans des vitrines. Alors, très protégé, ça a été extrêmement compliqué de les avoir. Ils ont presque des gardes du corps. Mais le Cook, c'est quoi? C'est l'éloge de la géométrie? Alors, les manuscrits Régius et Cook, c'est des statuts de maçons médiévaux, mais comme souvent, vous savez, les sociétés de métier, elles n'étaient pas une pure activité technique. La société de métier gérait certes la formation professionnelle, les chantiers. Dans une société ancienne, l'économie est tout sauf libérale. Il faut une autorisation pour s'établir, il faut une autorisation pour exercer tout, et tout ça est géré par la société de métier. Mais elle avait aussi une dimension spirituelle et de solidarité, bien sûr. Alors, les statuts médiévaux, le Régius et le Cook, ils sont en deux parties, en fait. Une première partie, c'est des règlements de métier. Quand on prend un apprenti, on peut lui faire ceci. Par contre, on peut pas lui faire cela. Il faut lui donner tel type de vacances. Il faut le payer comme ça, etc., etc. Donc ça, c'est des règlements très concrets de métier. Et puis, il y a une deuxième partie qui est une histoire légendaire du métier. C'est-à-dire, c'est une histoire dont le but n'est pas de rapporter des faits, mais de créer une identité. Et de donner au maçon un peu un sens à sa vie, à son activité. Et alors là, on apprend que la maçonnerie est fille de la géométrie, qu'elle a été fondée par Hermès en Égypte, qu'elle a été amenée en Europe par un certain Peter Gower, qui est bien sûr Pythagore. Alors bien sûr, tout ça est très loin des faits réels, mais cette légende crée une identité au métier de maçon. Et ce qui est étrange aussi, c'est la différence entre, qu'on apprend dans cette exposition, Pierre Mollier, entre la maçonnerie anglo-saxonne et la maçonnerie française. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'en France, il n'est pas obligatoire de croire en Dieu pour devenir Alors là, vous enjambez quelques siècles. Alors, oui, les origines de la franc-maçonnerie, donc, elles sont maintenant un peu mieux connues. On a des documents qui balisent un peu l'évolution du processus. La maçonnerie s'installe en France à partir de 1725. Alors, au tout début, il y a probablement peu de différence entre la maçonnerie anglaise, britannique et la maçonnerie française et continentale. Mais alors, ne serait-ce que parce qu'en France, les premiers maçons français sont des Britanniques installés en France jusqu'en 1740, 1750. Je pense que la moitié des maçons français sont des Britanniques. Les premiers grands maîtres, d'ailleurs, sont britanniques. Ils sont anglais ou écossais. Les trois premiers grands maîtres, un anglais et deux écossais. Ça devient une espèce de mode, en fait. Alors, au début, c'est une mode. Et le mystère, c'est comment ce qui était une mode internationale qui touchait un milieu forcément limité, s'est diffusé dans la société française et c'est un peu comme une traînée de poudre et dans toute l'Europe. Et donc, en revanche, à partir de 1740-1750, la maçonnerie française se différencie de plus en plus de la maçonnerie anglaise et le phénomène ne va faire que s'accentuer. Il va s'accentuer aussi parce que, d'abord, on peut être au XVIIIe siècle, on peut ne plus croire en Dieu, le dire, ou en tout cas, c'est peut-être dangereux, mais enfin, on peut le dire. En tout cas, peut-être le dit-on précisément dans les loges maçonniques, alors qu'on ne le dit pas à l'extérieur. Et du coup, il va y avoir la première répression anti-maçonnique, je crois que c'est 1737, et c'est un ministre de Louis XV. Qui se lance. C'est le cardinal Fleury. Alors, quand la maçonnerie s'installe en France, elle connaît un petit succès, puis un vrai développement, et entre 1737 et 1740-1744, elle va connaître deux résistances. La première, c'est celle officiellement du roi. En fait, Louis XV, il était complètement différent. Il est très probable qu'il était maçon, d'ailleurs. Mais, en fait, quand on dit c'est le roi, c'est en fait le gouvernement du roi. Donc, c'est le cardinal Fleury. Et le cardinal Fleury, en fait, il s'attaque à la maçonnerie, mais c'est pas la maçonnerie qui l'angoisse. Le cardinal Fleury, ce qui l'empêche de dormir la nuit, c'est le jansénisme. Et il a peur que la franc-maçonnerie soit le nouveau visage, une nouvelle tête de l'hydre janséniste, et donc il tourmente un peu les loges, mais sans véritable persévérance, et cette interdiction royale n'empêchera pas du tout le développement de la franc-maçonnerie. Alors, mais il y a quand même un commandant de police derrière qui... Alors oui, il y a quelques saisies, on en met 2-3 à la Bastille pour quelques jours, mais vous savez, on est sous Louis XV. Sous Louis XIV, quand on interdit quelque chose le lundi, le mardi ça n'existe plus, ou le mercredi tout le monde est à la Bastille pour le restant de ses jours. Sous Louis XV, on fait des
centres de police, alors les exemples de police font semblant de ne pas reconnaître la moitié des gens parce qu'ils se disent que ça peut, voilà. Ils mettent 2-3 personnages un peu insignifiants à l'ombre et puis 2-3 jours après, ils sont libérés et c'est fini. Donc, l'antimaçonnisme public de la monarchie, du roi, n'endiguera pas le développement de la franc-maçonnerie. Alors, deuxième résistance, alors elle qui n'aura pas une grande efficacité sur le moment, mais qui est amenée à une grande postérité, c'est l'excommunication des francs-maçons par Clément XII en 1738. Alors, pourquoi est-ce que les Clément XII excommunient les francs-maçons? Alors, on a beaucoup glosé là-dessus. Grosso modo, il y a un élément d'opportunité. Il est, à l'époque, le pape règne sur le tiers de l'Italie, il est en conflit avec le duc de Toscane, et donc le duc de Toscane étant maçon, il y voit une façon de l'affaiblir. C'est en tout cas la thèse du père Benimelli, qui est un éminent jésuite, spécialiste de l'histoire maçonnique. Et de façon plus profonde, plus réelle, il est certain que la maçonnerie, l'acte de naissance de la maçonnerie moderne, c'est en 1717 et en 1723 à Londres, avec la formation de la première grande loge, et dès l'origine, la maçonnerie, elle a une caractéristique qu'elle va garder tout au long de son histoire, et quels que soient ses courants, c'est la tolérance religieuse. Et au XVIIIe siècle, on n'est pas la vérité et l'erreur sur le même plan, et donc un groupe, et d'ailleurs, c'est dit par quelques mandats, mandements d'évêques ou de notables cléricaux de l'époque, on ne met pas l'erreur et la vérité sur le même plan, on ne recrute pas dans toutes les classes sociales, enfin, la tolérance et l'aspect diversité sociale de la maçonnerie est considéré comme une menace et quelque chose de corrosif, et c'est ce qui explique l'excommunication pontificale. Alors, dans un premier temps, elle n'aura pas d'influence en France parce que il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État au XVIIIe siècle, et donc pour que les décisions du pape soient appliquées en France, il faut qu'elles soient votées par les parlements, et au titre des droits de l'Église gallicane, et puis finalement, ça ne sera jamais voté par les parlements, donc l'excommunication ne s'appliquera pas en France, et il y aura de très nombreux catholiques, y compris de très nombreux ecclésiastiques dans les loges jusqu'à la Révolution. Mais même beaucoup plus tard, on voit ça dans l'exposition. Alors là, je passe 2 ou 3 salles, j'accélère le mouvement, Pierre Mollier. J'ai vu une grande affiche pour le grand bal maçonnique à la fête de la bienfaisance. Alors là, c'est vraiment fin de siècle, c'est en février 1851, et ça se passe dans une salle d'une église. Ça se passe alors, si vous voulez, quand on a fait les relations compliquées de la franc-maçonnerie française et de l'Église romaine, au XVIIIe siècle, non seulement il n'y a pas de problème, mais il y a de très nombreux ecclésiastiques francs-maçons, et les ecclésiastiques qui sont ultra-montains avant l'heure et qui vont essayer d'avoir une sorte de réticence ou par exemple, de refuser des obsèques aux maçons, etc., vont avoir beaucoup de problèmes parce que les maçons de l'époque feront remarquer qu'il est étonnant qu'un fonctionnaire, un ecclésiastique, applique une loi d'un souverain étranger, le pape, plutôt que les lois du roi de France. Donc au XVIIIe siècle, pas de problème. Les choses ennuyeuses vont commencer avec la Révolution, où par exemple la maçonnerie est assez liée à l'Église constitutionnelle, et c'est vrai que le sort un peu tragique de l'Église constitutionnelle va compliquer les choses. Il y a le livre de l'abbé Baruel qui fait une sorte de théorie antimaçonnique, et donc à partir de 1815, d'abord le Concordat s'applique, donc pour le coup l'excommunication s'applique aux francs-maçons à partir de 1801, et le 19e siècle, c'est finalement cette faille de plus en plus large entre les deux France, la France qui se situe dans le prolongement de la Révolution, qui est très large, qui va des libéraux aux démocrates, aux républicains, voire aux démocrates socialistes, et puis la France qui considère que les malheurs du pays ont commencé le 14 juillet 1789 et qui refuse les principes de la Révolution. Et cette France conservatrice puis monarchique, elle s'appuie sur l'Église romaine. Et donc ce contentieux va être de plus en plus fort au fur et à mesure du 19e siècle, et les maçons, pour leur part, vont passer d'un libéralisme philosophique sincère mais assez platonique à un militantisme républicain et laïque assez franc. Et donc effectivement, 1851, c'est le tournant. À partir de 1860, il y a vraiment un fossé et un très grand anticléricalisme dans les loges et un très grand antimaçonnisme dans l'Église romaine. Alors à noter d'ailleurs que c'est pas une question religieuse, puisque par exemple la maçonnerie n'a jamais eu de problème avec les autres communautés, la communauté protestante, la communauté juive, etc. C'est pas une question de croyance. Ce que reprochent les maçons libéraux au 19e siècle à l'Église romaine, c'est le poids qu'elle peut avoir sur la société, c'est son implication dans la société. C'est pas le fait qu'elle croit à la Trinité ou à des choses comme ça.
Alors ça va jouer évidemment fortement au début du XXe siècle, la fin des congrégations, la séparation de l'Église et de l'État, enfin tout ce qui est tout le côté historique, enfin qui est enfin notre histoire de France. Quand on lit ça dans le livre La franc-maçonnerie, dans le catalogue, et on voit ça à l'exposition, Pierre Meulier. On voit aussi que donc Gambetta, Jules Simon, Jules Ferry, Léon Bourgeois, qui est prix Nobel de la paix en 1920, enfin tous ces gens, Émile Combes, ont été francs-maçons et ont créé quand même la Troisième République. Enfin, ils l'ont façonnée. Alors, l'idée que les gens ont, et j'allais dire le préjugé que les gens ont souvent d'une maçonnerie qui est l'armature de la République, un peu courroie de transmission, les loges réfléchissent à des sujets, le Grand Orient ou la Grande Loge font la synthèse, on transmet ça aux frères parlementaires, on fait des lois, elles sont promulguées, etc. Donc l'idée d'une implication très forte des loges et de la maçonnerie dans la vie politique, c'est une idée qui est vraie entre 1880 et 1905. Entre 1880 et 1905, la franc-maçonnerie a joué un rôle déterminant dans la vie politique française, pour une raison simple d'ailleurs. Quand les républicains, donc la Troisième République c'est 1870, la République devient républicaine en 1875 puis 1877, et à partir de 1880, les républicains ont entre guillemets gagné. On a compris que la Restauration ne se ferait pas, etc. Et les républicains, mais il n'y a pas de parti politique. Le premier parti politique moderne, c'est le Parti radical en 1901, ensuite la SFIO en 1905, et donc il faut que les forces républicaines s'appuient sur un réseau au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont présentes dans les grandes, moyennes et petites villes, et donc ils vont s'appuyer sur les loges maçonniques, et donc les loges maçonniques, entre 1880 et 1905, vont vraiment être la force de soutien de la République, l'enracinement de la République dans ce vieux pays rural et conservateur qu'est la France, et il y a là quelques décennies où ce vieux pays rural et conservateur se transforme en une démocratie moderne. Alors il y a les questions de laïcité, que vous avez citées avec Jules Ferry ou Émile Combes, d'école, mais il faut dire que, en fait, cette première Troisième République qu'on a souvent un peu oublié, alors on la réétudie un peu maintenant, mais alors on voit bien sûr l'aspect laïque, mais il y a des tas d'autres aspects. Il y a les premières retraites ouvrières, l'enseignement technique, l'enseignement pour les filles. Il y a toute une série de lois qui sont votées par les républicains et les radicaux entre 1880 et 1905, qui sont vraiment les bases de l'État moderne. Et ça, les loges y ont joué un immense rôle. Et quand on regarde, par exemple, une pièce que nous présentons à la Bibliothèque nationale, qui est le compte-rendu du Convent du Grand Orient de 1896. Alors c'est pas un objet très fascinant, c'est un gros bouquin un peu poussiéreux, mais quand on regarde la table des matières, on y voit vraiment toutes les bases législatives de l'État moderne. Et puis vous l'avez dit, Pierre Meulier, en début d'entretien, il y a l'anti-maçonnisme. Il y a évidemment, pendant la guerre, à partir de 41, 42, il y a c'est amplifié et d'une manière hystérique, on peut le dire. On voit un petit film qui s'appelle Forces occultes, on voit un extrait. Il est question des cerveaux vides, mais des dents longues, que sont donc les francs-maçons. C'est un film de Paul Rich. Paul Rich. Et voilà, il y a un passage que j'ai écouté. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. Il n'y a pas de chef, il n'y a que des exécutants qui dirigent personne. C'est beaucoup plus compliqué et plus simple qu'on ne pense. Et alors moi, ça m'a rappelé le début de Fantomas. C'est-à-dire, Fantomas, vous dites, je dis Fantomas. Cela signifie quoi? Rien et tout. Pourtant, qu'est-ce que c'est? Personne, mais cependant, quelqu'un. Donc finalement, Fantomas, c'est tout de suite avant-guerre. Le film, ce film Forces occultes, c'est de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est vraiment, c'est associé, quoi. Enfin. Alors, il faut faire un peu d'histoire. Donc, Forces occultes, rapidement. C'est rapidement. On a un peu de temps, vous me l'avez dit. Oui, mais je vous l'ai dit il y a 30 minutes et il y a plus qu'une minute maintenant. Alors, Forces occultes, c'est un film antimaçonnique fait par Vichy, comme d'autres, le film antisémite, Le Juif sus, etc. Et donc, c'est un film qui reprend cette idée du réseau secret. Et cette idée, il faut remonter à l'abbé Baruel, à la Révolution française, où l'abbé Baruel crée une idée littéraire, mais qui va avoir un immense impact, qui est celui des arrière-loges. C'est-à-dire que les maçons, il peut y avoir de braves gens, etc. Mais derrière, il y a des gens qui tirent des ficelles. Et vous savez qui est derrière, parce que ça, c'est quelque chose de fondamental de l'antimaçonnisme de la Troisième République. Derrière, c'est naturellement les Juifs. Et vous avez au XIXe siècle une fusion entre l'antimaçonnisme et l'antisémitisme. Et c'est tout le thème du complot judéo-maçonnique qui illustre Forces occultes, qui est un film terrible, mais qui, au même temps, au point de vue technique cinématographique, est un film expressionnisme assez impressionnant. Donc voilà, Forces occultes, c'est l'aboutissement de cet antimaçonnisme qui commence sous la Révolution et qui prend un côté complètement paroxystique sous la Troisième République.
Eh ben alors, on va écouter toutes les archives dans cette nuit de la franc-maçonnerie, Pierre Meullier, puisque à l'occasion de l'exposition à la BNF, donc dont France Culture est partenaire, eh bien, nous avons décidé de faire cette nuit de la franc-maçonnerie, une tribune de Paris, les chemins de la musique sur Mozart, ensuite un entretien avec Didier Convard à propos de son livre, enfin de son scénario et des dessins sur le triangle secret publié chez Glénat, un entretien de Jacques Pogam avec Fred Zeller, les chemins de la connaissance sur Goethe et la franc-maçonnerie. On recevra ensuite Jean-Loup Graton pour la maçonnerie et la musique. Puis il sera question de l'extravagant Monsieur Taxil, un personnage que l'on voit dans cette exposition. Heure de culture française sur la civilisation russe. Et puis là, eh bien, on reviendra avec vous, Pierre Meullier. Puis vous nous parlerez aussi d'une autre exposition qui est, elle, également à Paris, mais au musée. C'est Templiers et francs-maçons. France Culture, nuit spéciale consacrée à la franc-maçonnerie à l'occasion de l'exposition présentée par la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand à Paris dans le 13e arrondissement. Une exposition dont le conservateur du musée de la franc-maçonnerie, Pierre Meullier, est venu nous parler en début de nuit. Nous avons pu entendre par la suite 2 archives, une tribune de Paris, la franc-maçonnerie sous l'Ancien Régime, puis à l'instant les chemins de la musique, Mozart multiple, un maçon opératif. Plus tard, nous entendrons un entretien de Jacques Pogam avec Fred Zeller, c'était dans Parti pris en 1976, puis des chemins de la connaissance, consacrés à Goethe et la franc-maçonnerie par Antoine Fèvre, et qui recevait Roger Godard en 1980. Nous recevrons ensuite Jean-Loup Graton, qui signe dans le catalogue que publie la Bibliothèque nationale de France un article consacré à la musique et la franc-maçonnerie, article sous-titré « Ce qui n'est pas dit ». Et puis, eh bien, nous aurons aussi une émission qui s'appelle Frisson fin de siècle, consacrée à un personnage l'extravagant Monsieur Taxil par Jean-Pierre Rioux, puis Heure de culture française, la civilisation russe, la franc-maçonnerie en Russie par le professeur André Ménieux. Ça, c'était en 1962 sur France 3 nationale. Alors, ce qui n'est pas dit, ce qui est montré en tout cas dans l'exposition et ce qui clôt le parcours du visiteur à la BNF, donc, c'est que la franc-maçonnerie a inspiré les auteurs de bandes dessinées, mais pas beaucoup finalement, parce que la bande dessinée support d'images, donc de symboles, selon Jacques Chabou, qui est l'auteur de l'article, dit dans ce même livre et dans la même exposition consacrée à l'imaginaire, eh bien il s'étonne quand même que la bande dessinée n'ait pas inspiré plus de monde que ça. Alors on voit une planche de Corto Maltese, enfin ce n'est pas Corto Maltese qui dessine, mais il y a quelqu'un qui est dans ce studio et qui, lui, sait tout sur la franc-maçonnerie dans la bande dessinée, j'imagine. C'est vous, Didier Convard. Bonsoir. Bonsoir, Philippe Carbit. Alors, est-ce que vous êtes le seul scénariste francophone à vous être intéressé vraiment longuement, durablement, comme ça, à la franc-maçonnerie, à tout ce qu'elle peut représenter dans l'imaginaire des lecteurs ? Je pense qu'actuellement, je suis le seul scénariste déclaré franc-maçon qui a basé toute son œuvre sur la franc-maçonnerie, puisque même quand j'écrivais autrefois pour le journal Tintin une série qui s'appelait Neige, c'était dissimulé, mais déjà, la bande dessinée était initiatique, elle traitait des grands thèmes et des valeurs de la franc-maçonnerie. Avec le Triangle secret, j'ai vraiment baissé le masque et j'ai raconté l'histoire, une histoire de la franc-maçonnerie à travers une œuvre romanesque. Je sais, mais je ne le dirai pas parce que nous sommes des gens discrets, je sais qu'il y a d'autres scénaristes qui appartiennent à cet ordre, mais qui ne le disent pas ou n'en font pas état dans leur travail. Je sais aussi que parmi nos aînés, les grands auteurs de bande dessinée, il y en a eu. Mais à cette époque, la franc-maçonnerie était plutôt très très discrète dans la bande dessinée. Il faut penser aussi que la franc-maçonnerie a toujours eu ses ennemis, a toujours eu ses contradicteurs. Et donc c'est pourquoi peut-être certains auteurs n'en ont pas parlé ou ne l'ont pas dit. Mais même Hugo Pratt, finalement, c'est pas... toute son œuvre n'est pas consacrée, enfin les aventures de Corto Maltese. Est-ce que ça vous semble vraiment de l'initiation, de l'initiatique, du secret? Alors non, l'œuvre d'Hugo Pratt, est colorée de franc-maçonnerie. Elle est colorée par les valeurs et par les vertus de la franc-maçonnerie. Et il y a en plus dans l'œuvre d'Hugo Pratt cette partie extrêmement romanesque qui a trait plutôt au côté onirique de la franc-maçonnerie.
c'est-à-dire au côté initiatique. Et dans l'initiation, il y a une partie onirique, puisqu'il y a une partie qui touche à la psychologie, qui touche à l'âme. Donc là, c'est une franc-maçonnerie réinterprétée. Mais un peu aussi comme je fais dans le triangle secret, c'est-à-dire que les histoires que nous écrivons, qu'a écrite mon maître Pratt et que j'écris, on peut les lire à plusieurs degrés. Si nous ne sommes pas maçons, nous les lisons au degré du lecteur qui aime une aventure à la Dumas, à la Maurice Leblanc, etc., ou même à la James Bond, pourquoi pas maintenant. Et Pratt, c'est un petit peu pareil. Mais si on est maçon, on y découvre autre chose, avec des degrés d'ailleurs de plus en plus importants en fonction qu'on découvre les récits. Alors le Triangle secret est reparu chez Glénat en collection intégrale, enfin un seul volume. Didier Convar, le scénariste, et puis alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dessinateurs. Alors il faut nous expliquer, on va entrer dans l'œuvre du Triangle secret. C'est l'un des plus grands succès de la bande dessinée des 20 dernières années, donc j'imagine que nombre d'auditrices et d'auditeurs connaissent les histoires d'un autre Didier, qui ne s'appelle pas Convar, qui s'appelle Didier Moselle. Oui. C'est un des 3 héros. Mais donc pourquoi tant de dessinateurs ? Alors, le Triangle secret est une histoire qui raconte une fraternité brisée, comme dans toutes les mythologies. 7 tomes. Oui, 7 tomes, 2 chercheurs. Je vais être très rapide dans le synopsis. Et sans dire les chutes. Bien entendu. Les multiples chutes. 2 chercheurs travaillent sur des rouleaux des manuscrits de la Mer Morte et découvrent que certaines phrases de ces rouleaux ont des concordances avec des phrases des évangiles. Donc, ils étudient ça et un des chercheurs disparaît et est découvert mort. Tout laisse à penser qu'il s'est suicidé. En fait, bien entendu, il a été assassiné. Donc, son collègue, mais qui est aussi son frère en maçonnerie, va enquêter au sujet de la mort de cet ami. Et cette histoire va nous amener sur une enquête qui va se dérouler sur 2000 ans, depuis la naissance de Christ. C'est-à-dire que une certaine société rattachée au Vatican dissimule un secret lié au Christ, alors qu'une deuxième société rattachée à la franc-maçonnerie tente de dévoiler ce secret. C'est une histoire contemporaine. Cependant, pour comprendre l'enquête, pour la suivre, il faut faire des sauts dans le temps. Il faut voir l'histoire des Cathares. Il faut voir l'histoire de Saint Jean d'Acre. Il faut voir l'histoire du maréchal Magnan, qui était le grand maître à l'époque de Napoléon III. Et chaque flashback est prise en charge par un dessinateur. L'histoire contemporaine, l'enquête elle-même est racontée est dessinée par Denis Falk, le dessinateur contemporain, et j'ai fait appel à mes meilleurs amis, dessinateurs, pour prendre en charge les flashbacks, c'est-à-dire que ce sont des réalisateurs différents, comme si un film vous proposait d'un seul coup un réalisateur différent pour un flashback. Alors on peut reconnaître André Juillard, Gilles Chaillet, mais enfin il y en a beaucoup d'autres qui viennent. Vous avez demandé à André Juillard quelle période, par exemple? Alors André Juillard fait toutes les couvertures de la série depuis le début du Triangle secret, et il fait une période dans le Triangle secret sur Torquemada. Je vous explique dans le Triangle secret la mort de Torquemada, qui n'est pas mort comme chacun sait, tel qu'on le dit. Et Gilles Chaillet? Gilles Chaillet fait une très très belle séquence qui est la séquence de la prise de Saint Jean d'Acre. Qui travaillait avec Jacques Martin. Alors Gilles Chaillet était le dessinateur des aventures de Lefranc quand Jacques Martin lui écrivait les scénarios. Il a aussi créé une merveilleuse série aux éditions du Lombard qui s'appelle Vasco. Et Gilles Chaillet avait fait aussi avec moi 2 tomes sur Vinci, qui était un de mes meilleurs amis et qui a eu malheureusement la mauvaise idée de disparaître il y a 3 ans. Alors, ces 7 tomes, donc Didier Convar,
s'intitule « Le testament du fou, le jeune homme au suaire, de cendre et d'or, l'évangile oublié, l'infâme mensonge, la parole perdue, l'imposteur ». C'est vrai qu'on est dans un roman d'aventure de 19e siècle que vous lisiez peut-être. Vous avez cité Alexandre Dumas. Bon, Leblanc, c'est un peu plus récent. Mais j'imagine que Gaston Leroux, tous ces gens-là, vous les avez lus. Hein. Ah oui, alors j'ai été nourri par tous ces auteurs, par ces feuilletonistes. Je les appelle feuilletonistes et ça n'a rien de péjoratif dans ma voix, au contraire, parce que j'étais émerveillé par leur imagination et à la fois le souci de recherche historique qu'ils avaient en permanence, et ils arrivaient à jouer, à tricher avec l'histoire, ce que je fais avec le Triangle secret, qui a nécessité quand même, je le dis au passage, une dizaine d'années de recherche historique, puisque je me contente de mettre des petits mensonges dans les chemins buissonniers de la grande histoire. C'est-à-dire que l'histoire, j'utilise la grande histoire et je triche un tout petit peu avec les endroits que la grande histoire nous cache. Non, je suis effectivement un grand admirateur des feuilletonistes et j'aime beaucoup les histoires avec ces rebondissements, avec ce romanesque. Mais j'aime aussi surtout que les histoires aient du sens et un fond, et qu'elles soient nourries des valeurs et des principes que je défends dans la vie courante, et qui sont de plus en plus difficiles à défendre dans cette vie heurtée qui n'est plus composée que de slogans et non de phrases ou non d'explications, où les gens parlent les uns sur les autres, où les gens ont perdu l'habitude de s'écouter. Donc c'est pourquoi quand on dit qu'effectivement il y a eu un tel succès autour du Triangle secret, ça me rend heureux, parce que je me dis, tiens, il y a encore des gens qui aiment la lecture, qui aiment réfléchir, qui ne considèrent pas que les hommes sont soit bons, soit méchants, ils sont nuancés comme dans mon histoire. Ils sont nuancés, mais je me demandais quand même, Didier Canvard, en relisant le Triangle secret, là, publié chez Glénat, les 7 tomes, l'intégrale, et puis aussi en lisant Lacrima Christi, qui est le premier tome, c'est une nouvelle série du Triangle secret. Le premier tome vient de paraître il y a quelques mois, qui s'appelle L'Alchimiste. Le deuxième paraîtra en octobre prochain. Je me suis demandé quand même à quelle institution vous avez le plus déplu, parce que malgré tout, la maçonnerie, quand même, ne sort pas complètement sur un piédestal. Le Vatican, on peut pas dire non plus que voilà, il y a un pape qu'on assassine, un autre qui deviendra pape parce qu'il a assassiné le précédent. Enfin voilà. Oui, alors vous fait des amis. Alors paradoxalement, je pensais me faire des ennemis, et mon éditeur aussi. Quand nous avons sorti le premier tome, et comme ça faisait quelques années que nous réfléchissions à cette histoire et que j'avais déjà écrit le synopsis, et nous avions l'impression que nous allions avoir des amis. En fait, je n'ai rencontré que des gens extrêmement tolérants et intelligents. Et j'étais très surpris de voir que ce soit l'Église ou la maçonnerie n'ont absolument pas été agressifs envers moi. J'ai même fait des conférences, des tables rondes avec des ecclésiastiques qui se sont très très bien passées, avec des maçons bien entendu. Les seuls qui m'aient agressé, ce sont les gens d'extrême droite. Dans je ne sais plus quel de leurs journaux, j'ai été agressé à plusieurs reprises. Et là, à la limite, ça me semblait tout à fait normal, et j'ai trouvé même que ça me faisait assez plaisir. Non, j'ai rencontré des gens tolérants et des gens intelligents. Et souvent, je dédicace à des gens qui me disent, vous voyez, moi, je suis croyant, je pratique, mais j'aime bien votre histoire. Je ne suis pas d'accord avec la fin, parce que naturellement, on peut pas être d'accord avec la fin quand on est croyant, mais parce que je considère que toute société humaine génère ses propres poisons. Mais les poisons sont humains. Les humains disparaissent. La société perdure. Et si cette société, c'est une société qui possède des valeurs puissantes, des valeurs fortes, des valeurs de fraternité, de tolérance, de miséricorde, de mansuétude, de générosité, la société est plus forte que l'homme. Donc, effectivement, je pense que en maçonnerie ou dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle société, nous avons des poisons. Mais ces poisons-là vont disparaître, et ils sont étouffés par la majorité des membres de ces sociétés qui sont plutôt des gens de bien.
Oui, mais la fin justifiant les moyens, en tout cas c'est ce qu'on voit dans le triangle secret, parce que tout le monde travaille pour le bien de l'humanité, enfin, ou pense travailler pour le bien de l'humanité. La fin justifiant les moyens, on assassine quand même un peu facilement, on se débarrasse de ses ennemis parce que ils sont, voilà, ils cherchent trop bien, ils trouvent trop, et c'est finalement, la curiosité n'est pas ce qui est le plus conseillé. Non, c'est-à-dire que quand on s'approche trop de certains secrets, effectivement, on a tendance à être écrasé ou à être noyé. L'histoire nous le prouve depuis des siècles. Hein. Mais même par exemple, si le secret finalement caché par le Vatican, enfin comme institution, est découvert, est-ce que ça remettrait en cause la religion, enfin? Je pense que ça peut. Enfin, là, il faut pas dévoiler la fin, mais je pense que ça peut la remettre en cause parce que j'ai l'impression que tout le dogme est bâti sur ce qu'est advenu du Christ après sa mort. Donc c'est remettre en cause, c'est transformer d'un seul coup une religion en philosophie. C'est-à-dire c'est utiliser l'histoire comme symbole et non comme vérité. C'est ça que j'essayais d'expliquer, c'est que pourquoi prendre l'histoire comme vérité alors qu'elle suffirait comme symbole ? Elle suffit. Là, tous les symboles de religieux sont à peu près les mêmes depuis Osiris et Seth qui a démembré Osiris, Judas qui a trahi Jésus, Abel et Caïn. Enfin, nous avons la même histoire qui se répète perpétuellement. Et donc là, cette fois-ci, on a celle de Jésus. On en a fait un dogme établi, une histoire gravée dans le marbre. Donc voilà, et si on la change, j'ai l'impression que... Je pense que des gens extrêmement philosophes ne seraient pas profondément choqués, mais des gens qui n'ont que ça pour se rattacher à un espoir dans l'au-delà vont être démunis. Parce que notre grande angoisse, c'est la mort. Donc c'est ça que je crains. Alors, j'ai exagéré, j'ai souligné le trait. J'écris une histoire, je suis un scénariste, donc effectivement j'ai tendance un petit peu à tuer, j'ai tendance un petit peu à faire trahir mes personnages. J'extrémise leur personnalité, leur psychologie. Vous voyez, en ce moment, on m'a chargé un éditeur m'a chargé de raconter. Il va bientôt, le Canard enchaîné va bientôt fêter ses 100 ans, et on m'a demandé de raconter, d'écrire l'histoire des 100 ans du Canard enchaîné. Donc je revisite 100 ans d'histoire de la France et de l'Europe, quoi. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Page après page, je ne découvre que des assassinats, des meurtres, des trahisons, des prévarications, etc. Des suicidés à bout portant. Des suicidés à bout portant. Alors, les suicidés à bout portant, Savinsky a été suicidé à bout portant. Monsieur Boulin a été retrouvé à genoux dans la vase. Il n'avait pas la tête dans l'eau. Beaucoup, il y en a une quantité astronomique comme ça. Alors, donc Didier Convar, on a compris, vous êtes le scénariste, vous êtes le grand scénariste de cette série, le Triangle secret, qui nous intéresse cette nuit, puisqu'elle raconte ces aventures extraordinaires entre... finalement, il y a 3 personnages, vraiment, d'ailleurs ils sont en couverture. C'est Hertz. Oui. C'est Didier Moselle, et puis c'est la jeune femme qui était l'ancienne épouse du premier disparu. Mais finalement, c'est quand même une histoire, et je crois qu'il y a un personnage qui dit au début que on a l'impression de voir 2 adolescents qui sont passionnés et qui se lancent dans un grand jeu de rôle. C'est un peu ce que vous avez fait, vous. Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. C'est un grand jeu de rôle. C'est une quête. À travers cette quête, bien entendu, je montre ce qu'un homme recherche quand il poursuit une quête, mais c'est un jeu de rôle puisqu'à chaque fois que nous atteignons un palier, que nous découvrons une partie du secret, eh bien cette partie nous renvoie sur un autre chemin et nous avons des choix à faire pour obtenir le grand secret. Et le grand secret, je dirais que c'est en fait un énorme clin d'œil à Hergé, qui est un de mes maîtres dans les histoires duquel on trouve énormément de symbolique. Et dans les œuvres d'Hergé, il y a 2 livres qui sont magnifiques et magiques. C'est Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge.
Et dans Le secret de la licorne, d'ailleurs, si on fait très attention, Tintin est en possession, va être en possession de 3 parchemins auxquels il manque des mots. Et la lumière resplendira. Voilà, 3 frères allant de concert. Je me souviens plus tout à fait. On est dans le ternaire, là. Voilà. Et il faut superposer ces 3 parchemins dans la lumière pour avoir les phrases complètes. C'est d'une beauté rare. Et Tintin et le capitaine Haddock vont courir à travers le monde, traverser des océans pour chercher un trésor qui, après tout, était là où ils auraient dû le chercher plus tôt, c'est-à-dire en eux, puisqu'il était au château de Moulinsart. Ah oui, mais ils ne sont pas encore propriétaires de Oui, Moulinsart. mais ils vont le devenir, et oui. Ils ont fait un tour complet sur eux-mêmes. Grâce à Trifon Tournesol. Grâce à Trifon Tournesol. Bon, voilà. On s'éloigne un tout petit peu, mais on s'en éloigne pas tant que ça, finalement, Didier Convard, de votre œuvre. Il y a quelque chose, un personnage dit qu'il faut... qui parle. Ce n'est pas dans la lumière qu'un initié doit travailler, c'est dans l'ombre et le silence, dans l'humilité et le secret, dans le tombeau. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Vous l'avez écrit. Oui, alors, oui. Qui parle? C'est une réflexion maçonnique. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail que l'on fait doit être fait dans l'humilité. Et le tombeau, c'est le retour en soi-même. C'est le retour permanent en soi-même. C'est-à-dire que symboliquement, on descend dans un tombeau, c'est-à-dire qu'on essaye d'enterrer tout ce qu'il y a de mal en nous, de pas beau. On dit, on enterre le vieil homme. Et c'est un petit peu une méditation, et donc c'est quasiment un examen de conscience. Et quand on a réussi à effacer tout ce qui fait qu'on n'est pas si bien que ça, on peut se relever et travailler. Mais on travaille toujours dans l'humilité. On ne travaille pas en pleine lumière. Ah oui, mais alors comment concilier, Didier Convard, justement l'ombre, le silence, le secret, et puis la création artistique qui est faite pour qu'en pleine lumière, les lecteurs puissent découvrir des aventures. C'est-à-dire que la lumière, le personnage de Didier Moselle la recherche, parce qu'effectivement, l'ombre, on va la quitter. D'ailleurs, pour revenir à Hergé, c'est l'ombre et la lumière aussi dans son histoire. Non, effectivement, on doit quitter l'ombre et rechercher la lumière. Mais la lumière, c'est la lumière intérieure, c'est la lumière de sa propre philosophie, pour toujours essayer à la fois de se parfaire, mais de s'inscrire dans une société qui a des règles et de vivre convenablement dans cette société, au mieux possible, quoi. Est-ce que vous pensez avoir donné à des lectrices et des lecteurs l'envie d'entrer dans la maçonnerie parce que ils ont lu le Triangle secret? Alors ça, c'est une chose extraordinaire. À chaque fois que je dédicace, je vois des femmes et des hommes, des jeunes en principe, qui sont entrés dans la franc-maçonnerie parce qu'ils ont lu le Triangle secret. Et depuis donc il est sorti, le premier tome est sorti il y a plus de 15 ans maintenant, il y a 16 ans je crois, et je suis ému de voir, et on m'écrit de temps en temps des lettres, voilà, j'ai lu le Triangle secret, ça m'a intéressé, alors j'ai acheté d'autres bouquins, je me suis renseigné, et puis j'ai fait la démarche, et j'avoue que j'en ai vu, sincèrement, j'en ai vu quelques dizaines peut-être, oui. Alors là, ils ont créé la loge Elia. Est-ce qu'elle existe, cette loge? Non, elle n'existe pas, non. Je l'ai inventée, je vous dirais franchement, je me souviens plus bien pourquoi. Et là, alors là, une des formules qui revient très souvent, c'est il est l'heure et nous avons l'âge. Oui, alors c'est une formule quoi? Alors c'est rituel? C'est rituel, c'est une formule rituelle. Ça veut dire qu'il est l'heure que tous les ouvriers se mettent sur le chantier. Hein. Ça nous vient des compagnons qui travaillaient en cathédrale. Voilà, aux cathédrales. Donc il est l'heure et nous avons l'âge. L'âge, ça veut dire que c'est lié à un degré, c'est-à-dire que nous sommes tous soit apprentis, soit compagnons, soit maîtres, et que nous savons tous que nous pouvons travailler au moins dans ce domaine. Voilà. On peut parler aussi donc de Lacrima Christi quand même, qui est le nouveau tome. Alors, c'est le même dessinateur, Denis Falk, mais là on est parti sur James Bond. Oui, alors tout à fait, parce que Lacrima Christi, premier tome, L'Alchimiste, toujours chez Glénat. J'avais pas l'intention de tricher avec mes lecteurs, avec le Triangle secret et puis les Inri et les Gardiens du sang qui étaient les satellites du Triangle secret. Je ne voulais pas me répéter. Et
on ne va pas se cacher qu'une série qui marche très très bien intéresse à la fois l'éditeur, les lecteurs et puis les auteurs, car on a du mal à perdre cet univers, à quitter cet univers. Mais ce ne sont plus les mêmes personnages, puisque les personnages du Triangle secret oui. Voilà, ils sont ailleurs. Donc ce ne sont plus les mêmes personnages. C'est le même univers. Nous sommes toujours autour du Vatican. Mais l'histoire, effectivement, est un petit peu différente, quoi qu'elle revienne à Saint-Jean d'Acre, puisque tout démarre du fait que la croisade s'éternise et le pape n'arrive pas à faire prendre Saint-Jean d'Acre par ses croisés, et il demande à un alchimiste réputé de lui trouver le moyen de le faire. Et cet alchimiste a trouvé un moyen extraordinaire, c'est qu'il crée un poison, la pire des pestes, qu'il met dans la bombe atomique de l'époque. Exactement, voilà, dans 2 ampoules, qu'il appelle le Lacrima Christi, les larmes du Christ. On comprendra après pourquoi, parce qu'il y a une légende qui va tourner autour de cela. Et il se propose d'aller les projeter par-dessus les remparts de Saint-Jean d'Acre. Toute la ville sera infestée et au bout d'une 40aine de jours, on pourra rentrer, le poison aura fait son œuvre. Malheureusement, la nef qui transporte cet alchimiste est prise dans une tempête et l'alchimiste va demeurer des siècles avec le coffret dans lequel sont ces larmes du Christ, les pires poisons que la terre ait jamais portés, jusqu'au jour où des terroristes s'en empareront. Et à ce moment-là, sur le marché des armes de destruction massive, il y aura 2 larmes, les larmes du Christ, qui pourront détruire une partie de la planète. C'est la Corée du Nord qui et c'est la Corée du Nord qui va... Aïe, aïe, aïe. Donc il faut attendre le mois d'octobre pour savoir la suite, Didier Convar. Oui, je le crains. Bon, écoutez, on tiendra jusque-là. Merci à vous. On rappelle donc le titre, c'est le Triangle secret, les 7 tomes publiés en intégrale chez Glénat, et puis le dernier, Lacrima Christi, donc le tome 1, l'alchimiste, puisque c'est la nouvelle saison du best-seller, le Triangle secret, Didier Convar et Denis Falk tout seul cette fois pour les dessins. Pour les dessins. Cette nuit spéciale consacrée à la franc-maçonnerie à l'occasion de l'exposition à la Bibliothèque nationale de France se poursuit. On va entendre un parti pris. Fred Zeller reçu par Jacques Pogam, c'était en 1976. Puis les chemins de la connaissance, Goethe et la franc-maçonnerie par Antoine Fèvre avec Roger Godard, une émission de 1980. On recevra ensuite Jean-Loup Graton qui viendra nous parler de la musique et de la franc-maçonnerie. Une courte émission suivra signée Jean-Pierre Rioux, Frisson de siècle consacré à un personnage, l'extravagant Monsieur Taxil, dont on parle dans l'exposition du reste à la BNF, et puis on terminera par un parcours sur la franc-maçonnerie en Russie. C'est une émission de 1962. Merci Didier Convar. Et toutes ces émissions sont à réécouter en podcast, à télécharger donc pendant un an, et en tout cas les jours et les semaines qui suivent, lesquels nous passerons à relire le Triangle secret et à attendre la suite de Lacrima Christi. Merci beaucoup Philippe.
France Culture, nuit spéciale consacrée à la franc-maçonnerie à l'occasion de l'exposition présentée à la BNF sur le site François Mitterrand à Paris dans le 13e arrondissement. Exposition visible jusqu'à la fin du mois de juillet, dont est venu nous parler Pierre Mollier, le commissaire de cette exposition, en compagnie de Sylvie Bourrel et Laurent Porte. On suivit au cours de cette nuit spéciale des archives éclairantes une tribune de Paris consacrée à la franc-maçonnerie sous l'Ancien Régime. Débat qui était animé par Émile Dana. Il avait réuni le 16 juin 1953 sur la chaîne parisienne Roger Priouret, Pierre Gaxotte, Ernest Labrousse et Jacques Madol. Un volet des chemins de la musique proposé en 2002 par Christian Rosset intitulé Mozart multiple, un maçon opératif. C'est un sujet dont il s'entretenait avec Jean-Yves Bosseur. Puis, parti pris, Fred Zeller au micro de Jacques Pogam en 1976 et à l'instant, les chemins de la connaissance, Goethe et la franc-maçonnerie. Alors nous écouterons également, avant la fin de la nuit, une courte émission de Jean-Pierre Rioux qu'il avait consacrée à l'extravagant Monsieur Taxil. Ce Monsieur Taxil que l'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition. C'était dans l'émission Frisson de siècle en 1990. Et enfin, une causerie du professeur André Meigneux. C'était en 1962 sur France 3 National, la franc-maçonnerie en Russie. Alors toutes ces émissions sont à réécouter en ligne, à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, ainsi que l'entretien que nous avons eu en milieu de nuit avec Didier Convar, le scénariste, entre autres, de la série de bande dessinée Le Triangle Secret, publiée chez Glénat. Jean-Loup Graton, bonsoir. Bonsoir Philippe Garby. Alors la musique, donc, Mozart, on l'a dit, mais on y reviendra, je suppose. La bande dessinée, ces deux univers artistiques traités brièvement dans l'exposition à la BNF, pas vraiment brièvement, mais en tout cas en ce qui concerne la bande dessinée, il y a un dessin d'Hugo Pratt, deux univers très différents parce que dans le cas de la bande dessinée, il faut bien montrer, raconter, alors que dans le cas de la musique, il faut faire entendre, bien entendu, mais il faut aussi peut-être dissimuler, il faut que ce soit accessible aux profanes, différemment accessible à l'initié. C'est pas vous, Jean-Loup Graton, qui êtes l'auteur de l'article consacré à musique et franc-maçonnerie dans le catalogue qui accompagne cette exposition, sous-titré « Ce qui n'est pas dit ». Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Non, pas du tout. Il y a effectivement beaucoup de points communs entre l'univers de la musique et l'univers de la maçonnerie, notamment autour de cette zone de l'indicible. L'indicible parce que par définition la musique effectivement apparaît au moment où le verbe ne suffit plus pour l'artiste, pour le créateur. Et dans l'univers de la maçonnerie, il y a toute cette zone de non-dit qui n'est pas dite, que certains associent au secret, voire à l'occulte. C'est plus complexe que ça et c'est plus simple que ça. Alors vous êtes chef de service des manifestations et directeur des auditoriums de la BNF, vous êtes un ancien élève de Pierre Schaeffer, compositeur de musique électroacoustique. Vous dites dans votre article donc que la musique et la maçonnerie ne sont pas dans l'ordre de la raison, mais dans celui du discret. Et pourtant, il faut en parler de ce discret, Jean-Loup Graton. Oui, on peut en parler parce qu'on peut... Vous devez en parler. On peut décrire. Vous êtes là pour ça. On peut décrire les choses, on peut les décrire, mais on sera toujours de toute façon en amont du réel. Bon, par exemple, c'est vrai que la musique, encore une fois, et Mozart en est un exemple plus que singulier, surgit du silence. Alors ça, c'est aussi un autre point commun, je dirais, avec la maçonnerie, c'est que l'espace de l'esprit, de la création, vient occuper une zone qui est celle du silence. Alors après Mozart, on sait que c'est encore du Mozart, mais avant Mozart, ce n'est pas du Mozart. On va entendre l'introduction de la flûte enchantée, et puis on reparlera, bien entendu, de Mozart. Donc le début, l'introduction de la flûte enchantée sous la direction de René Jacobs, l'Académie für Alte Musik de Berlin. Ça, c'est l'orchestre. Jean-Loup Graton, moi j'ai entendu des notes tout à fait classiques. Enfin,
Qu'y a-t-il de maçon? En quoi Mozart a-t-il créé une musique maçonnique? Alors, la flûte, c'est un opéra maçonnique de A à Z. Oui, parce ça, que on en a parlé dans l'émission. Voilà, c'est une allégorie, on va dire, de l'initiation. Et cette allégorie s'appuie sur un certain nombre de symboles qui sont des symboles sonores ou des symboles dans le récit. L'histoire de l'initiation, des ténèbres vers la lumière, etc. C'est assez sommaire, en fait, comme idée, mais enfin, ça reprend effectivement un parcours initiatique classique. Et musicalement, c'est appuyé par un certain nombre de formules et d'espaces rythmiques et harmoniques qui font peu ou prou allusion effectivement à ce que l'on peut retrouver dans des rituels, par exemple des formes rythmiques comme celle qu'on vient d'entendre là dans l'ouverture. C'est une forme de batterie maçonnique. Donc la tenue maçonnique est rythmée par un certain nombre de formules sonores qui sont par des battements de mains, ce qu'on appelle des batteries avec des coups de maillet, des acclamations. Bon, il y a énormément de choses qui sont dans l'ordre du sonore. Dans un rituel maçonnique. Et donc là, on les retrouve illustrés de manière très concrète, comme par exemple cette batterie cette formule qu'on entend de brève, longue, brève, qui correspond à une batterie du rite français précisément, qui donc est l'ouverture de l'opéra de Mozart. Au cours de l'opéra, on retrouve énormément d'allusions. Et puis alors, il y a aussi la tonalité, puisqu'effectivement, la tonalité de mi bémol ou de do mineur est une tonalité où il y a 3 bémols à la clé. Donc, 3 bémols à la clé, on retrouve le triangle, les 3 points, etc. Donc, c'est un symbole maçonnique par excellence. Et alors, pourquoi justement ce rythme ternaire serait-il supérieur aux autres rythmes? C'est une décision comme ça Alors, c'est pas une décision, parce qu'en fait, c'est quelque chose... Le ternaire, dans toutes les traditions, je dirais... j'aime pas le terme ésotérique parce que c'est très fort, mais donc on va dire les traditions d'initiation, le ternaire est toujours supérieur au binaire, parce que justement le binaire, je dirais presque trop droit, trop évident. Le ternaire, c'est une forme de perfection. On retrouve des trilogies dans toutes les traditions mystiques ou spirituelles du monde. C'est toujours le ternaire, c'est toujours une trilogie. Alors en musique, c'est la même chose. En fait, le ternaire est entre guillemets supérieur au binaire parce qu'il est plus subtil, parce que justement il décompose le temps en 3. Donc il n'est pas forcément une décomposition naturelle. Et le ternaire, vous le savez, en littérature, Philippe, le ternaire, lorsqu'on fait 3 adjectifs, c'est toujours supérieur à 2. Mmh. Et puis la thèse, synthèse, antithèse aussi, tout ça. Par exemple, on retrouve Donc c'est pas décrété, mais enfin effectivement le ternaire. Alors on trouve les chiffres 3, 5, 7 sont des chiffres qu'on retrouve précisément en maçonnerie, correspondent effectivement aux 3 grades apprenti, compagnon et maître. Et donc, ces 3 grades correspondent à des chiffres qui sont effectivement 3, 5, 7, qu'on retrouve aussi dans certaines musiques. Alors, on verra, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, notamment dans le jazz. Les mesures à 5/4 ou à 7/4 sont effectivement utilisées aussi par leur caractère, je dirais, justement décalé par rapport au binaire et aux mesures classiques de 2/4, de 4/4, justement pour provoquer cette espèce de bascule qui fait qu'on est déstabilisé et en même temps on est dans l'ordre de la perfection. Mais alors, est-ce que ce n'est pas une injonction au compositeur, faites du ternaire, faites 3, 5, 7, mais en même temps c'est une contrainte. Est-ce que comment on sait comment les compositeurs se sont pliés finalement à ces règles-là? Je crois que le ternaire, la division en ternaire existe depuis l'origine de la musique. Ça, c'est pas, en fait, c'est pas une loi. C'est pas une loi, mais effectivement, donc notamment puisqu'on évoquait la flûte et on évoquait Mozart, on voit bien que cette trilogie en fait qu'on retrouve dans d'autres domaines est utilisée, mais je dirais dans l'écriture, je dirais non pas comme une injonction ou comme une norme. Je dirais c'est quelque chose et dans le jazz par exemple le ternaire c'est la loi. C'est un principe comment dire,
de base. De base. Alors, donc vous avez parlé du rite français, mais par exemple, est-ce qu'il y a des musiques maçonnes ou maçonniques, je ne sais pas comment on doit dire, françaises qui seraient opposées aux musiques écossaises ou en tout cas anglaises et puis Non, sur le plan musical, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition que je sache. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de concurrence. Il se trouve que bon, voilà, les rites. Il y a des tas de rites très différents. Hein. Je pense que Pierre Meulier nous en a parlé. Vous en aura parlé. Et donc, effectivement, il y a des rites dans le monde. Il y a eu des. Effectivement, il y a des. Mais c'est un petit peu comme toutes les traditions, je dirais, il y a pas des schismes, mais je dirais qu'à des moments, il y a des carrefours, bon, et puis il y a des choix qui sont faits. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment donné vraiment entre le rite français et le rite écossais, non pas un clivage, mais disons des orientations différentes. Et effectivement, il se trouve que concrètement, ça se traduit dans les rituels par des formules, notamment des formules de batterie qui sont légèrement différentes. La batterie française est une batterie, si on traduisait en solfège occidental, de type croche noire croche, c'est-à-dire une brève, une longue, une brève, et la batterie écossaise, c'est trois durées équivalentes, plutôt trois croches, je crois, c'est-à-dire trois brèves. Bon voilà, c'est un peu, je dirais, c'est comme ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est fondé. Je crois que c'est fondé sur des usages. Il n'y a pas un vieux grimoire de 1780, mettons, qui décide que voilà, les compositeurs doivent créer ainsi. Non, parce que les artistes, si vous voulez, de toute façon, je pense que les artistes, au XVIIIe siècle, il y avait énormément d'artistes, de créateurs qui étaient maçons. Parce que il faut voir que le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Donc il y a vraiment un lien très très fort entre les courants d'idées des Lumières et la maçonnerie, qui ne s'oppose pas à la religion, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, puisque au contraire, la maçonnerie à l'origine est déiste. Elle est déiste, mais comme on pouvait l'être au XVIIIe, c'est-à-dire en se démarquant des monothéismes en vigueur, je dirais. Donc, et la maçonnerie est un espace où effectivement l'orientation spirituelle des artistes peut s'exprimer d'une manière beaucoup plus libre qu'elle pouvait le faire à travers, par exemple, les musiques religieuses. Cela dit, Mozart a écrit également des musiques religieuses, parce qu'à l'époque, c'était presque... C'était un fait pour un créateur. La commande musicale religieuse, comme la commande musicale princière, était une manière aussi de vivre. De gagner sa vie. Et de gagner sa vie. Mais est-ce que les compositeurs étaient approchés par les maçons ou l'inverse? Enfin, oui, est-ce qu'il y a les deux aventures intellectuelles et créatives, finalement? Alors, précisément, je pense que les chemins pouvaient se faire dans les deux sens. Il se trouve qu'effectivement, il y avait énormément de loges où il y avait des musiciens et il y avait des moments où il y avait même des concerts maçonniques, c'est-à-dire des concerts qui n'étaient réalisés que pour des maçons. Et il se trouve que après, bon, donc ils ne sortaient pas en fait, ils ne sortaient pas de l'espace maçonnique qui était effectivement toujours un espace discret. Plus ou moins secret. Bon, à l'époque, il n'y a pas eu... Enfin, si, il y a eu les deux bulles papales, donc quand même, la maçonnerie a été excommuniée, il ne faut pas le dire. Donc, effectivement, assez rapidement. Donc, c'est vrai que il n'était pas de bon ton d'être maçon, et il n'était pas de bon ton d'être artiste maçon, non plus, pas davantage. Donc, il y avait quand même cet ordre de l'expression. D'où les concerts, effectivement, il y avait des concerts en loge. Plutôt cachés, alors. Discret. Voilà. Sibelius. Alors Sibelius, c'est tout à fait autre chose. Là, on est dans la Scandinavie. Lui, c'est quelqu'un il a fait beaucoup de musiques effectivement qui ont été revendiquées comme étant maçonniques par justement ces allusions symboliques qu'on évoquait tout à l'heure, de rythme, de modulation, de tonalité. Et des musiques qu'il a même conçues pour être utilisées dans le rituel. Ainsi, cette musique maçonnique rituelle, opus 113, hymne du soir en sol majeur, orgue. Extrait de musique maçonnique rituelle, opus 113, hymne du soir en sol majeur, Harry Vitanen, à l'orgue. Donc, par exemple, cette musique créée en Scandinavie, est-ce qu'elle arrivait à Paris, en France? Est-ce qu'elle était jouée sous le manteau, en cachette, ou est-ce qu'on pouvait la jouer sans savoir finalement que c'était le titre le disait, mais il y avait peut-être des titres dissimulés? Oui, enfin, que je sache, par exemple, lorsque ce que vous venez de passer, c'est effectivement une musique qui a été conçue pour un rituel. Il y avait énormément de musique qui était conçue, par exemple, pour les rituels funèbres.
Parce qu'il y avait c'est le cas de Mozart qui a conçu une musique funèbre précisément pour une tenue funèbre à l'occasion de la mort de frères de sa loge. Et ensuite... Köchel 477. Exactement. Et donc cette musique conçue au départ pour ce rituel funèbre, après sortait, je dirais, de la loge pour être donnée comme une musique accessible à tous. Voilà. Donc effectivement, l'objet même de musical conçu pour la tenue sortait ensuite de la loge et était donné à entendre pour tous. Alors, quel est dans l'article que vous publiez, sur musique et franc-maçonnerie, ce qui n'est pas dit, Jean-Loup Graton, pourquoi ce sous-titre, ce qui n'est pas dit? Parce que finalement, tout est entendu. Qu'est-ce qui peut être non dit et entendu? Alors, par définition, je dirais, et c'est ce qui m'a intéressé dans ce lien entre j'évoquais le terme d'indicible tout à l'heure, c'est justement cette zone qui n'est pas dite et qui correspond à ce qui relève de l'initiation. Du secret? Alors justement, les maçons disent qu'il n'y a pas de secret. Ils disent qu'effectivement, il y a une forme de discrétion, et notamment en Europe, et singulièrement en France, parce qu'il y a eu persécution d'une certaine manière, voire excommunication, persécution, etc. Ce qui n'est pas le cas chez les anglo-saxons. Donc la discrétion est pas de même nature. Par exemple, aux États-Unis, le fait d'être maçon n'est pas du tout quelque chose qui peut être ni répréhensible, ni considéré comme quelque chose de négatif, et donc ça peut être dit. En France, c'est plus subtil, d'où cette idée de discrétion. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce caractère initiatique que l'on retrouve également dans la musique. C'est-à-dire qu'effectivement, la musique, à la fois en tant qu'art et en tant que science technique, au sens artistique classique du terme, nécessite une initiation, un chemin, un apprentissage, le fait de travailler avec un maître. Il faut toujours apprendre avec un maître. Et donc, il y a ce parallèle qui m'a intéressé. Et tout cela à travers un chemin où, effectivement, les indications sont à découvrir par soi-même. Bon, et dans le domaine de la musique, que ce soit du côté de celui qui fait la musique ou celui qui l'entend, il y a aussi ce caractère initiatique, voilà, où il faut effectivement découvrir un certain nombre de choses par soi-même. Tout n'est pas donné d'emblée. Et la critique est possible aussi. Bien sûr. Je ne sais pas, parce que si un compositeur crée une musique maçonnique et la fait entendre en loge, donc, est-ce qu'on peut le critiquer? Est-ce qu'il peut être... on peut lui dire c'est pas bon? Alors, il y a plusieurs... que je sache, en loge, il y a un certain nombre de traditions. Par exemple, on n'applaudit pas et on ne doit pas porter de jugement de valeur. Ah. Donc, dans le domaine artistique, c'est vrai que les artistes donc qui se sont revendiqués comme maçons, je pense, exploraient probablement dans ces circonstances-là, notamment les harmonies. Bon, c'est de là d'ailleurs qu'est venu le terme de maître de la colonne d'harmonie, c'est qu'il y avait des ensembles avant qui jouaient. Et donc, je pense qu'ils dans la expression circonstance militaire un peu. Oui, absolument, parce que c'était des cuivres, donc c'était effectivement des instruments plutôt d'harmonie, de fanfare, d'harmonie, donc des instruments utilisés dans les formations militaires. Et donc l'espace d'expression de la musique dans ces circonstances-là n'est pas du tout la même que celle du concert, bien sûr. Ou là, au contraire, alors c'est une forme de rituel, le concert, surtout celui qu'on connaît aujourd'hui, qui a été très 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 fortement ritualisé au 19e siècle, avec les entrées, les sorties, les applaudissements, les retours, etc. Bon, on est dans un rituel où il y a effectivement, il y a des gens qui sont sur scène, des gens qui regardent, qui observent, et qui s'organisent autour de quelque chose qui est très codifié, en fait. Les musiciens assis qui se lèvent lorsqu'arrive le chef ou la diva. Exactement. Et puis un autre point commun aussi, j'y pense par association d'idées, il y a cette notion d'égrégore. En maçonnerie, on parle d'égrégore, c'est ce moment où effectivement un peu fusionnel, où il peut y avoir une sorte d'entité collective qui se dégage, qui n'est pas forcément formalisée en tant que telle, ou qui ne
qui ne se formule pas, plus exactement. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le cadre de certains concerts. Par exemple, un air d'opéra chanté par une grande cantatrice ou un grand chanteur, et qui va tout d'un coup susciter de la part du public qui l'entend une sorte de fusion, grégaire, voilà, avec des hurlements, avec c'est insensé quand on entend certains enregistrements d'opéra, on sent qu'effectivement alors c'est parce qu'il y a cette espèce de bouleversement artistique et qui s'exprime avec des cris, avec une espèce de jubilation extrême, etc. Ou des sifflets. Et c'est collectif. À l'inverse, effectivement, ça peut être des sifflets, mais c'est collectif. Donc c'est de l'ordre de l'égrégore. Par exemple, vous parlez d'opéra, mais alors les chœurs, la fin de la 9e symphonie de Beethoven, c'est pas un opéra, mais c'est quand même un morceau qui pourrait être, enfin qui est mondialement connu. On se demande s'il est maçonnique, si Schiller a écrit parce que ça s'est joué avant finalement, avant la 9e. Absolument. Et ça a été testé, je dirais, en loge justement. Alors il se trouve que effectivement ni Beethoven. C'est pas vu à la télé, mais c'est testé en loge. Exactement. Que l'on sache, hein, ni Beethoven ni Schiller n'étaient maçonniques, mais ils étaient évidemment à la croisée de cette confluence, de ces influences et cette confluence. Et justement, on est là au tout début le passage 18e, 19e siècle. Et donc là, il y a vraiment cette espèce, cet idéal, je dirais, qui est un idéal, c'est les Lumières, c'est un idéal universaliste, etc. Donc dans l'hymne à la joie et dans ce poème, on retrouve tout cela. Et effectivement, il est dit que cet hymne à la joie aurait été, entre guillemets, testé dans une loge à Dresde. Voilà. Mais effectivement, en revanche, l'appartenance maçonnique de Beethoven et de Schiller est absolument pas, très peu probable en réalité. Alors il y a En revanche, Goethe, oui. Goethe, oui. On a pu entendre cette émission à l'instant, avant vous là. Musique et franc-maçonnerie, ce qui n'est pas dit, Jean-Loup Graton, c'est l'article que vous publiez dans le catalogue, dans le très beau catalogue consacré, qui accompagne cette exposition à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, à Paris dans le 13e arrondissement. Alors, il y a une réflexion en effet sur la musique, sur l'indicible, et puis il y a les noms de certains compositeurs dont on a pu parler, Mozart, Sibelius. Et alors ce qui m'a plus étonné, c'est le jazz. Parce que on termine d'ailleurs, vous terminez cet article et on va terminer avec un extrait d'un chanteur de jazz. Absolument. Alors, Duke Ellington, Count Basie, tous ces grands jazzmen ont appartenu à la franc-maçonnerie américaine, encore une fois. Donc c'est effectivement le contexte n'est pas tout à fait le même. Et je pense aussi que c'est parce que ce sont des sphères d'émancipation. Là, les musiciens que j'évoque sont tous noirs et la maçonnerie a été à la fois influente et a permis aussi à ces artistes d'avoir un lien social d'émancipation, et je pense que ça n'est pas étranger à ces liens, et on retrouve aussi dans certaines musiques des allusions très précises à cet engagement. Vous parlez de Count Basie, Lionel Hampton, Armstrong, Joséphine Baker, et puis vous terminez, Jean-Loup Graton, par un extrait d'un texte de Claude Lévi-Strauss sur la musique, mais que dit-il ce texte ? Il dit que dans le domaine des mythologies et de la musique, on retrouve un certain nombre de points communs justement qui sont liés à l'indicible et qui sont liés à au côté très largement supérieur de la connaissance qui est permise par la musique. Alors, comment le jazz s'est-il, non pas approprié, mais comment a-t-il pris alors l'histoire du rythme ternaire dont on parlait tout à l'heure, si vous dites que c'est la base du jazz, mais il y a aussi des jazz qui s'en est émancipé. Oui, tout à fait. Alors, quand je dis ça, c'est assez simpliste, parce que dans le jazz, il y a aussi du binaire, mais le fondamental du jazz, c'est effectivement le ternaire, cette espèce de pulsion qui décale un petit peu la pulsion du temps. Alors, dans les musiques qui sont, entre guillemets, liées plus ou moins à la maçonnerie, on retrouve les rythmes que j'évoquais tout à l'heure, on retrouve les tonalités, mais dans le jazz, les modulations sont tellement fortes que la tonalité se noie et fusionnelle, et donc c'est plus allusif, voilà. Mais le texte, que dit-il ? Est-ce qu'il est maçonnique, lui, alors, le texte qui accompagne ces musiques-là ? Pas à ma connaissance.
Évidemment, Duke Ellington, lui, ne chante pas, alors on peut pas découvrir s'il a des propos, s'il tient s'il y a des écrits maçonniques. Il y a des allusions dans les... Ça, c'est Brotherhood. Dans les titres, parfois, voilà, qui sont liés à certaines vertus, à certaines valeurs de la maçonnerie. Il y a des cœurs derrière. Voilà. Alors, non, Brotherhood, c'est la fraternité, c'est les frères maçons. Voilà, c'est les frères. En même temps, il y a des frères de tout temps. Ça n'a pas attendu. La fraternité, c'est une très très vieille idée. C'est pas nouveau. Bon, c'est vrai que c'est mis en exergue dans la trilogie maçonnique Liberté, Égalité, Fraternité, bon, qui a surgi de France d'ailleurs, cette trilogie. Et effectivement, la fraternité, c'est une des valeurs fondamentales maçonniques. Et effectivement, il se trouve, alors il faut voir ça dans l'univers aussi d'émancipation encore des Noirs aux États-Unis. Hein. Enfin, on se retrouve première moitié du XXe siècle. Donc tout ça est lié et participe effectivement du même désir d'affranchissement, d'ascension sociale également. Parce que je pense que c'est aussi lié à cela. Mais s'il y a des loges aux États-Unis à ce moment-là qui sont mixtes. Mixtes. Absolument. Mixtes au sens noir-blanc. Voilà, oui. Effectivement, la mixité homme-femme, c'est autre chose. Oui. Alors c'est un autre débat, mais ça, je pense que vous en avez parlé par ailleurs. C'est les loges d'adoption. Ensuite, au XIXe siècle, la création de loges qui sont réellement mixtes, d'obédience qui sont réellement mixtes. Et là, je parlais de mixité à la fois sociale et de couleur. Bien sûr. Donc, alors, on a compris que c'est une aide pour les Noirs, mais est-ce que ça débouche sur quelque chose de positif finalement? Parce que il a fallu du temps quand même, il en faudra encore. Oui, mais comme vous avez pu le remarquer, j'imagine, au travers d'autres émissions, la maçonnerie est toujours parallèle, voisine, voire à l'origine de grands changements sociaux et de choix d'orientation sociale. Alors, on parle à tort d'ailleurs de 89 parce que la maçonnerie a été peu influente en 89. La Tribune de Paris, on a parlé en tout début de nuit. Enfin, on parlait jadis. En revanche, en 48, oui, en 1848, là, la maçonnerie est très influente. Et puis, par exemple, on parlait des Noirs, et donc l'abolition de l'esclavage, c'est Schellcher. Et Schellcher, c'est un grand maçon. On voit beaucoup dans l'exposition, donc à la BNF, on rend hommage, et heureusement, à ce personnage, à cet homme important. Eh bien, Jean-Loup Graton, donc merci. Alors, évidemment, les auditeurs frustrés parce qu'ils n'ont pas tout compris, tout entendu sur musique et franc-maçonnerie vont se reporter à votre article, ce qui n'est pas dit dans l'album, dans le catalogue de la franc-maçonnerie publié par la BNF, un très beau catalogue fait à l'ancienne. Hein. On a l'impression que c'est vraiment travail de qualité là. Oui, il y a mes collègues du service des éditions sont des artistes. Ils travaillent effectivement à l'ancienne avec des artisans. Là, il y a une très belle reliure, par exemple. Il y a une impression, une gravure absolument superbe. Et le tout pour un prix qui défie toute concurrence. Alors, Frisson, fin de siècle, extravagant Monsieur Taxil, et puis Heure de culture française, la franc-maçonnerie en Russie. C'est les deux archives qui vont compléter et terminer cette nuit spéciale consacrée à la franc-maçonnerie à l'occasion de l'exposition que l'on peut donc voir jusqu'à fin juillet à la BNF. Merci Jean-Loup Graton. Merci. Ainsi se termine cette nuit spéciale consacrée à la franc-maçonnerie, proposée à l'occasion de l'exposition à la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand à Paris dans le 13e arrondissement, exposition dont France Culture est partenaire. On a commencé avec vous, Pierre Mollier, et on va la terminer avec vous. Vous êtes, je rappelle, le commissaire de cette exposition. Donc, on a pu écouter une tribune de Paris sur la franc-maçonnerie sous l'Ancien Régime, des chemins de la musique consacrés à Mozart, maçon opératif,
BNF. On a rencontré Didier Convard à propos de son scénario de bande dessinée Le Triangle Secret, publié chez Glénat. Et puis on a rencontré, au cours d'une archive qui date de 76, Fred Zeller qui était dans Parti pris, l'invité de Jacques Pogam, des chemins de la connaissance sur Goethe et la franc-maçonnerie, un rendez-vous avec Jean-Loup Graton qui est venu nous parler de la musique et de la franc-maçonnerie, puis Monsieur Taxil, extravagant Monsieur Taxil dans Frisson fin de siècle, et à l'instant une heure de culture française, donc la civilisation russe, la franc-maçonnerie en Russie. Pierre Mollier, donc cette exposition elle est jusqu'en juillet. Il y a une autre exposition dont vous vous êtes occupé parce que vous êtes quelqu'un de très actif et vous êtes le commissaire, non, vous êtes le directeur du musée, que dit-on pour l'exposition de la Bibliothèque nationale, je suis un des 3 commissaires avec Sylvie Bourrel, qui est la conservatrice du fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale. Et il faut dire que si la Bibliothèque nationale fait cette exposition, c'est parce qu'elle conserve un très important fonds maçonnique. Et Laurent Porte, qui est le 3e commissaire. Voilà, donc il y a les 2 regards, il y a, j'allais dire, le technicien de l'histoire maçonnique et les érudits de la Bibliothèque nationale qui se sont réunis pour monter l'exposition à la Bibliothèque nationale. Et moi, par ailleurs, je suis conservateur du musée de la franc-maçonnerie, qui est un musée de France, donc un musée ouvert au public tous les jours, du mardi au dimanche, qui est rue Cadet. Et donc, alors c'est un plus petit musée que la Bibliothèque nationale, bien sûr, mais du coup, nous avons une exposition spécialisée. Donc l'exposition de la Bibliothèque nationale, c'est une exposition généraliste sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Et nous avons pris un thème assez populaire, mais que nous traitons de façon scientifique, qui est donc ce thème, c'est Templiers et francs-maçons, de la légende à l'histoire, et on montre comment cette légende de la survivance de l'ordre du Temple, elle apparaît dans les loges au XVIIIe siècle, et elle va par la suite influencer le romantisme, la littérature, les arts, et donc c'est une contribution un peu inattendue de la franc-maçonnerie à l'histoire littéraire, à l'histoire des arts. Alors que représente ce livre, les Templiers et francs-maçons? C'est un homme d'église? Alors en fait, côté, le catalogue et l'affiche, c'est donc en arrière-fond, c'est le château de Gisors où où vraiment les Templiers ont été enfermés avant d'être exécutés, et puis qui est un peu un mythe. Les visiteurs découvriront pourquoi. Et devant, on a 2 personnages, une représentation d'un Templier et puis une représentation d'un maçon du XVIIIe siècle. Et donc, nous essayons de montrer l'apparition de cette légende et comment elle s'est développée dans la franc-maçonnerie du siècle des Lumières, puis dans celle du XIXe, et comment elle a influencé, par exemple, le néo-gothisme, Ivanhoé, le goût du Moyen-Âge qu'on peut trouver dans Victor Hugo, enfin toutes ces choses-là. Alors oui, on reprend Ivanhoé, on retourne sur l'Écosse là. Alors là, on tourne sur l'Écosse. Templiers et francs-maçons de la légende à l'histoire, c'est donc au musée de la franc-maçonnerie rue Cadet à Paris. La franc-maçonnerie, c'est donc l'exposition à la BNF. Et le catalogue donc qui accompagne cette exposition et qui permet justement, ayant passé quelques dizaines alors c'est vraiment un livre de référence, voilà. C'est plus qu'un catalogue. On a fait, alors d'abord au niveau de l'iconographie, on a réuni des pièces dont certaines sont très rares et dont il y a des magnifiques reproductions, et au niveau des auteurs, il y a près de 40 auteurs, on a pris les spécialistes de chacun, parce que la franc-maçonnerie, ça peut paraître un sujet un peu pointu comme ça, mais en fait il y a des tas de spécialités. Bon, on l'a vu au cours de cette nuit, et donc on a pris à chaque fois le spécialiste du sujet. Vous avez écrit quelque chose sur le traité d'héraldique maçonnique? Alors moi, j'ai écrit un certain nombre de choses et je me suis intéressé à l'héraldique maçonnique, effectivement, parce qu'il y a une héraldique maçonnique, oui, bien sûr, alors qui est double, qui est une héraldique d'abord des maçons de pratique. Alors on oublie souvent, aujourd'hui bêtement, on associe l'héraldique à l'aristocratie ou à la noblesse. Pas du tout. Dans la société d'Ancien Régime, c'est une sorte de signature. Donc tout le monde a des armoiries. Et je me suis intéressé aux armoiries des maçons médiévaux, par exemple, et puis de fil en aiguille à l'héraldique qu'on trouve dans la maçonnerie du XVIIIe siècle. Et même à celle qu'on trouve dans la maçonnerie du XIXe siècle, qui est une héraldique un peu décadente, en tout cas un peu atypique, mais aussi intéressante. Bien. Alors maintenant on sait tout. Enfin, les auditeurs ayant pu, qui vont podcaster dès demain toutes les émissions qui sont pu entendre, toutes les archives, réécouter votre entretien, Pierre Mollier. Alors l'idée de tout ça, c'est que les auditeurs et les visiteurs se fassent finalement savoir un peu ce que c'est que la franc-maçonnerie. Je pense que ça fait partie de la culture générale. C'est-à-dire c'est une institution qui est présente chez nous, comme on le disait tout à l'heure, depuis 3 siècles, qui a touché des tas de domaines politiques, religieux, philosophiques, artistiques, et la maçonnerie n'a pas tout fait, mais elle a eu un rôle dans l'histoire de France, et je crois que notre mission, c'est d'expliquer, de répondre à cette curiosité légitime que vous évoquiez, et que chacun puisse se faire mieux connaître la franc-maçonnerie pour mieux comprendre son rôle dans notre histoire depuis 3 siècles. Bien, écoutez, cette nuit, en tout cas, est à réécouter, comme toutes les nuits de France Culture, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Merci. Merci bien.
Et Nuit de France Culture, nuit spéciale, nuit de la maçonnerie. Philippe Garbi, Jacques Hubert, Hassan Béchour, Virginie Mourtet. Très bonne journée à toutes et à tous. Et toutes ces émissions, tous ces entretiens seront à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.